Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre ce soir en nombre et au complet pour ce nouveau dîner littéraire bruxellois, le premier de cette année 2025. Un dîner, vous l'aurez compris, un peu particulier ce soir pour deux raisons. La première parce que bien, c'est toujours une fête, une sorte de naissance ou de renaissance que d'accueillir un jeune auteur qui publie son premier roman. D'autant plus particulier, et ce sera la seconde raison, que notre primo-romancier aujourd'hui, vous le connaissez, il se nomme Donald George. Et puisque Donald, tu es directeur de cette maison de la Francité depuis maintenant 10 ans, donc notre amphitryon depuis ces années. Et je voulais profiter d'emblée pour aussi te remercier pour la confiance que tu m'as accordée depuis le début de cette aventure des dîners littéraires qu'on a concocté ensemble. Bientôt une centaine. Et avec effectivement des rendez-vous qui, me semble-t-il, ont trouvé aussi leur place dans le paysage littéraire belge et bruxellois plus particulièrement, puisque effectivement ça fait 10 ans que j'ai le plaisir aussi de vous faire partager mes coups de cœur, mes connivences littéraires, grâce à la confiance de Donald. Et donc effectivement, comme tu le disais, une dizaine d'années à raison d'une dizaine d'auteurs par saison, bon, ça commence à compter. Voilà. Et ton coup de cœur aujourd'hui, c'est moi. Alors, bon, j'ai été un peu obligé, mais enfin, on y reviendra. On y reviendra. Bon, c'est peut-être mon dernier déni littéraire, du coup. Bon, mais par contre, non. Alors, c'est jamais évident de présenter un livre d'un complice, d'un ami, pour plein de raisons évidentes. Par contre, c'est peut-être plus facile de présenter un premier livre, parce qu'il y a moins à lire, d'une part, tout simplement, mais aussi parce que l'auteur d'un premier roman a tendance à mettre beaucoup de choses dans l'ouvrage, qui nous permet alors justement de tisser des liens, de tirer plusieurs fils d'Ariane, et ce sera le cas aujourd'hui avec ton roman, Donald, qui est assez dense d'une certaine façon, qui semble peut-être suivre une structure simple, mais qui est beaucoup plus complexe, et on va essayer avec toi de décortiquer un petit peu cette charpente assez solide, j'ai envie de dire un peu comme une longère bretonne. Alors pour ceux qui ont lu le livre, ça fait écho. Pour les autres, bien, vous comprendrez peut-être au fil de notre discussion. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça avec toi. Mais avant de commencer, je voudrais peut-être qu'on revienne un instant sur ton parcours, sur ce désir d'écrire peut-être aussi, qui t'accompagne en tout cas depuis un petit temps, puisque tu es licencié en philosophie et lettres de l'ULB. Alors même si tu as fait un mémoire plutôt axé sur l'histoire de la peinture à travers la société, peut-être nous dire, est-ce que ce désir d'écriture naît à ce moment-là? Est-ce qu'il suit peut-être des influences de lecture, des auteurs qui t'ont marqué? Non, il est né beaucoup plus tôt, puisque c'est mon grand-père qui m'avait appris à lire et à écrire. J'avais 4 ou 5 ans, je n'étais pas encore à l'école primaire, je n'arrivais pas encore à dessiner des lettres, mais je tapais des mots sur la machine à écrire de ma mère. J'étais passionné parce que les mots pouvaient signifier aussi dans d'autres langues. Je lui posais des questions sur comment on traduisait en allemand, en néerlandais, toute une série de choses. Et puis, il adorait m'accompagner à Verviers pour faire une balade pas loin de l'hôpital où j'étais né, et faire des concours avec ses amis où il me disait
qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce panneau-là, sur cet autre, sur ce troisième. Et moi, j'étais là, le rouge, c'est Rossi, le bleu, c'est Martini, et le vert, c'est Dry. Et évidemment, je ne savais pas lire, mais je reconnaissais les couleurs des plaques, et c'est comme ça qu'il se faisait offrir des verres. Plus tard, j'ai fait latin-grec, et là, j'ai vraiment découvert tout le plaisir de la construction linguistique, et puis la littérature chez les bons pères jésuites. Et puis arrivé à l'ULB, j'ai fait d'abord quelques années de droit sans grande conviction pour finalement m'inscrire en philosophie. Et à partir de là, j'ai écrit ma première pièce de théâtre, j'avais 20 ans ou 21 ans. Et puis je suis devenu conseiller culturel du recteur de l'ULB. Là, je pensais que j'allais pouvoir m'investir dans le milieu de l'édition, de l'écriture, de la littérature. En fait, je me suis surtout investi dans l'événementiel et l'organisation d'événements, de dîners littéraires déjà à l'époque, de soirées jazz, etc. Et puis, finalement, tout ça m'a un peu écarté de mon désir qui était celui d'écrire. Alors, pour autant, tu as quand même l'écriture t'accompagne depuis un petit temps, puisque tu as aussi prêté ta plume. On parle de porte-plume. Oui, j'ai souvent prêté ma plume, voilà. plus que les danseuses du Lido, pour accompagner des écrits biographiques, pour tantôt des personnalités, tantôt des inconnus. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de copywriting. Pour des associations humanitaires, j'ai à peu près écrit 800 courriers humanitaires pour demander des dons pour Aviation sans frontières et bien d'autres associations. Oui, et tu avais lancé aussi ce projet ici, à la Maison de la Francité, d'aide à l'écriture biographique. D'ailleurs, oui. Il y a eu un projet qui s'est concrétisé. Je me souviens, on avait fait un dîner avec Alain de Deyne, hein, oui. et ce titre assez énigmatique, La Tartine. Absolument. Dans le cadre d'un projet que tu avais intitulé à chacun sa légende. Oui. Tu accompagnais un récit, un travail biographique. Un projet qui existe toujours sur le site à chacun sa légende.be. Il y a peut-être des choses qui se profilent. Tous les 2-3 ans, on a des demandes intéressantes qui sortent un peu de l'anecdote sans intérêt. Alors, donc, effectivement, je parlais de ces auteurs éventuellement. Tu as évoqué tes années de latin-grec, l'université. Dans le livre donc, de ce soir, Pour le désir d'une reine, publié au 180 degrés édition chez notre ami Robert Naoum, qui est un fidèle de nos dîners aussi littéraires. Il est là, il est présent. Il y a beaucoup dans ce livre finalement de références à la littérature, à des auteurs, certains évidents, d'autres plus masqués peut-être. Hein, il y a des références à Hérédia, Voltaire, etc., qui viennent d'une certaine façon aussi habiller le texte, qui donnent une charge. Et tout simplement, d'abord la phrase d'Exergue, qui est de Roland Barthes. L'amour se mesure à son attente. L'amour se mesure à son attente, qui est une sorte finalement de fil rouge. De fil rouge et d'introduction d'introduction au roman. Alors on reparlera peut-être en fin de rencontre de Barthes pour vous montrer qu'il y a une forme de cohérence aussi dans l'écriture et dans les thématiques qui se répondent, qui basculent, qui font cet effet de bascule constamment tout au long du livre. Mais je voudrais peut-être qu'on s'y plonge avec, comment dit-on, un pitch, une trame d'entrée. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui demande en mariage la femme dont il est amoureux.
Et cette femme lui dit mais très bien, à une seule condition, c'est que tu confirmes ta demande en mariage pendant toute une année en m'écrivant tous les jours un mot d'amour, une page, un paragraphe, un poème. Et cette année-là était bissextile et donc il devra écrire 366 pages pour confirmer sa demande. Qu'elle acceptera ou pas. Oui, ça on le saura effectivement à la fin. Juste quand même préciser que la rencontre est une rencontre virtuelle entre le narrateur, qu'on appellera Merlin, et Anna. Hein, c'est une rencontre au départ virtuelle. Et très vite, dans le roman, on se rend compte que un pacte, un accord va être passé entre Anna et Merlin. Un pacte littéraire, un pacte d'écriture. Donc on est dans la rencontre virtuelle, mais pas dans la rencontre Tinder, où on switch à gauche ou à droite. Ça démarre très vite sur un univers littéraire, un univers créatif. Alors, là, je voudrais qu'on s'arrête juste un petit moment, parce que, effectivement, un accord est passé, on le sent, hein, même entre ces deux personnages, Anna et le narrateur. Très vite, elle est désignée comme la reine, hein, pour le désir d'une reine. La reine, c'est, vous le savez, au jeu d'échecs, le pion le plus important, le plus fort. Et donc s'installe tout de suite un jeu. Je précise déjà que le jeu, le thème du jeu, va traverser tout le roman. Gardons ça en tête. Mais ce que je voulais voir, c'est avec toi, c'est est-ce que finalement Anna, qui va devenir la maîtresse du jeu, est-ce qu'elle le fait d'instinct, ou bien est-ce que d'une certaine façon le narrateur ne va pas lui susciter, faire en sorte qu'elle prenne cette place? Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'instinctivement, elle a décelé chez le narrateur le besoin d'écrire, le besoin de se livrer, de se révéler, et qu'à partir de là, elle va le pousser dans son envol littéraire pour lui parler de lui, pour lui parler de son amour pour elle, et puis pour lui parler de son enfance et de toute une série de choses qui sont importantes à ses yeux. Parce qu'effectivement, alors c'est là que le premier basculement, le premier paradoxe finalement intervient, c'est que la libération, l'acte libératoire ou libérateur, je ne sais pas, pour le narrateur, c'est justement cette découverte, cette envie de se plonger dans l'écriture, et les cadres, les règles qui sont imposées par Anna vont justement lui permettre de libérer la parole et donc l'écriture. Oui, et de se découvrir lui-même et de découvrir toute une série de choses. C'est un peu comme le principe de ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de découvrir des choses qu'on ne cherchait pas au départ et de découvrir par hasard. Et en fait, en étant forcé, en étant contraint d'écrire tous les jours, j'ai découvert, en fouillant dans mon enfance, en fouillant dans les tréfonds de mes fantasmes sentimentaux, toute une série de choses que je ne pouvais pas soupçonner au départ en commençant cette écriture. Et donc en fait, ce premier acte qui va libérer la parole du narrateur, du personnage, va s'accompagner d'un autre acte de libération qui est le décès de la maman du narrateur. Donc ces deux finalement actes de libération vont constamment basculer dans le roman
pour permettre justement, d'une part, dans la contrainte, l'écriture, et d'autre part, le lâcher-prise aussi du personnage. Comment est-ce que ce personnage vit finalement cette perte? Mais en fait, on navigue de l'amour à l'enfance, avec une recherche particulière qui est liée au fait que cet enfant est né d'un père inconnu, dont il n'apprendra l'existence qu'à l'âge de 13 ou 14 ans, à une époque où sa mère était courtisée par quatre personnes: le président du tribunal correctionnel de Verviers, le vice-président du tribunal correctionnel de Verviers, le premier traducteur du tribunal correctionnel de Verviers et un homme que moi j'appelais Pompidou, parce que je trouvais qu'il ressemblait à Georges Pompidou et que son prénom apparemment était Georges. Et donc, on va dire que ces 4 personnages courtisaient ma mère, qui m'apportaient chaque fois un avantage spécifique. Le président, il m'offrait des glaces pour que je dégage le temps d'aller chercher une glace au magasin. Le vice-président, il me protégeait contre les moustiques pendant la nuit. Le traducteur, il m'apprenait à jouer aux échecs, ce qui me sera très utile dans la vie. Et Georges Pompidou, lui, il avait un rôle un peu à part. Voilà, il m'offrait des cadeaux. Il venait 2 fois par an, aux alentours de Noël et aux alentours de mon anniversaire. Et ces gens étaient vraiment des périphériques, on va dire, de ma mère. Et à 13 ans, on m'a demandé, les voisins, les amis se posent des questions. Dans les années, fin des années 60, milieu des années 70, mais qui est ton père? J'ai été poser la question à ma mère et elle m'a dit: lequel tu préfères? Walter, Albert ou Georges. J'ai choisi le prénom qui ne se terminait pas en R, et elle m'a dit: c'est lui ton père. Et j'ai compris que je ne pouvais pas avancer dans mes questions, que je devais prendre cette réponse comme étant définitive. Et suite à ça, 6 mois après, quand il est venu pour Noël, elle lui a dit devant moi: au fait, j'ai tout dit à Donald. Et alors, à partir de là, il est devenu très, 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 très rouge et très, très ennuyeux. Je pense que tu avais... Oui, je voulais terminer par là, mais je vais dire, si tu me permets, effectivement, cet extrait-là de l'annonce. Bon, il y a effectivement, et on va en parler, tout un faisceau, tout un registre de jeux, je vous l'ai dit, de jeux sur le lexique, sur la langue, des jeux de mots. Il y a une ironie subtile et fine qui traverse aussi tout le livre. Et puis on va voir qu'il y a ces phases de jeu, ces registres de jeu se multiplient presque à l'infini. Et on verra tout à l'heure comment est-ce que tu as pu agencer tout ça. Et donc, effectivement, j'avais choisi cet extrait-là, qui fait partie d'une 3e partie, intitulée Western, on y reviendra un instant. Il était une fois à l'Ouest. Quelques mois plus tard, lors de sa visite, que je pouvais désormais qualifier de paternelle, mon père ne put cacher un certain malaise lorsque ma mère lui confia qu'elle m'avait tout dit. Elle le fit devant moi, à table, avec une légèreté frisant la désinvolture, en servant à l'homme hébété un gratin de coquille Saint-Jacques à l'ardennaise. Autant dire qu'on entendait les lardons frétiller dans la crème au beurre. Ce soir-là, je vis sur le front de mon père le plus beau coucher de soleil de ma vie. Toute
toutes les nuances de rouge vinrent imbiber le visage de celui qui venait d'apprendre que je voyais désormais en lui mon géniteur insouciant. Dans cette érubescence qui le touchait, mon père avait fait la course avec le soleil couchant. Il était complètement à l'ouest. Dans cet état second, il ne savait trop que dire ou que faire. Il souriait benoîtement, le pourpre aux joues. Je compris à cet instant que cette paternité resterait toujours un sujet tabou et que jamais, lui et moi, ne nous pourrions parler de ce lien qui nous unissait. À partir de ce jour-là, j'aurais toujours besoin du dictionnaire pour comprendre le sens du mot papa. J'en fis mon deuil définitif, me souvenant à jamais qu'à ce triste enterrement sémantique, le seul gratin de personnalité qui y assistait était celui des coquilles Saint-Jacques à l'Ardennaise. Voilà ce que ça peut donner comme travail aussi, sémantique justement, ton travail sur la langue, sur ces jeux lexicaux. Je voulais qu'on revienne quand même à cette double acte de libération. D'un côté, le décès alors vous l'aurez compris effectivement que le roman est en grande partie biographique. Hein, et donc, ce double acte de libération, je voulais aussi te demander si, d'une certaine façon, dans la personnalité d'Anna, est-ce qu'à un moment, elle se substitue à la reine-mère? C'est une bonne question. Je ne pense pas, a priori. C'est deux histoires différentes qui se croisent. C'est l'histoire de mon enfance avec une mère très particulière, très féministe pour l'époque, très libérée, qui avait une vision de l'amour absolument pas conventionnelle pour l'époque des années 70. Et puis il y a mon histoire avec Anna qui est une histoire d'amour où se mêle le jeu de la séduction et puis le jeu des défis. Mais c'est clair que ces deux personnages qui peuvent se parler, s'interpeller, mais je n'ai pas fait de... comment dire ? Oui, parce que tu dis que ce sont deux histoires, mais elles s'entrecroisent et se mêlent à un moment. D'une part, on l'a dit, le fait que les deux en parallèle permettent à l'écriture au déclenchement de l'écriture d'une certaine façon, mais aussi parce que les deux univers vont se rencontrer. Je parlais de cette terre finistérienne, bretonne. Oui, mais là, c'est encore un peu une histoire de sérendipité qui joue un très grand rôle dans ce roman. Il se fait que j'ai été amené à acheter un territoire, un petit domaine en Bretagne. Et l'idée m'est venue en discutant avec un homme qui courtisait Anna et qui avait la chance d'être emmené en Bretagne par elle-même. Et il m'avait dit, oui, elle m'emmène en Bretagne. J'avais dit, pourquoi la Bretagne? Il m'avait dit, parce que c'est sa région préférée. Et donc, comme moi je suis d'une nature assez portée sur les défis, les challenges, je me suis dit, je vais aller acheter un domaine en Bretagne. Et c'était l'époque du Brexit et on pouvait vraiment acquérir des domaines assez fous pour 3 fois rien, pour moins de 50 000 €. J'ai acheté sur un coup de tête un magnifique domaine. J'ai ramené les photos, je les ai montrées à Anna, qui trouvait ça merveilleux et qui m'a juste posé la question, mais pourquoi en Bretagne? Je lui ai dit, parce que c'est ta région préférée. Et elle m'a répondu, non, c'est la Normandie. Et donc, ce crétin qui la courtisait avait confondu la Bretagne et la Normandie. Résultat, maintenant,
Je suis propriétaire d'un magnifique domaine dans les Côtes d'Armor, en pleine campagne. Et c'est mon paradis, mon refuge. Tous les ans, j'y passe minimum 3 mois, en été. Alors, effectivement, avant de poursuivre, je voulais qu'on revienne aussi sur le découpage en sections que tu as choisi. C'est un découpage assez précis qui permet aussi à l'écriture d'être assez fluide, parce que c'est un tour de force, à mon sens aussi, de partir de ces lettres que tu écris chaque jour, et puis d'arriver à condenser. Je suppose que le travail d'écriture, de resserrement, de resserrage a été assez compliqué. En fait, l'écriture a duré 1 an, 366 jours. Je me levais chaque matin à 5h15. J'écrivais jusqu'à 9h du matin, en général 1 page maximum. Donc j'y apportais beaucoup de soin. Et puis à partir de 9h, je redevenais le directeur de la Maison de la Francité avec tout ce que ça demande comme attention et problèmes à gérer. Et donc tous les matins j'écrivais ma page, et ça a mené à 366 pages brutes. Alors comme au départ je ne pensais pas écrire un livre, et qu'au final je me suis dit que ça y ressemblait quand même un petit peu, comme en discutant avec quelques professionnels, on m'a dit oui, mais il faudrait quand même enlever 150 pages. Voilà, j'ai fait un peu du nettoyage pour en faire le livre que vous avez sous les yeux, qui est en principe fluide et lisible, et qui est libéré de toute une série de pages plus complexes qui emmenaient parfois le lecteur vers des univers plus parallèles. Alors, inévitablement, et on en a parlé un petit peu juste avant la rencontre, tout au long du livre, le lecteur se pose évidemment la question de savoir finalement sur quoi va déboucher cette relation, ce pacte entre le narrateur et Anna. Et la question évidente, parce que tu amènes quelques aiguillons quand même pour le sous-tendre, c'est que c'est une relation un peu de soumission, c'est une relation SM d'une certaine façon. Non, le mot est un peu fort. Oui. C'est une relation platonique, oui, que l'on peut comparer à l'époque des courtisans, de l'amour courtois. Oui. Mais chacun est libre d'y voir ce qu'il veut y voir en fonction de ses fantasmes personnels. Alors, oui, mais non, mais alors c'est effectivement... bon, là, je suis piégé, mais... Vachement, oui. Mais pas vraiment, parce que pour ceux qui ont lu le livre, alors je vais pas le dire, mais vous penserez à moi quand vous lirez le livre, et quand vous découvrirez ce que le personnage offre lors d'une rencontre, alors celle-là pas virtuelle du coup, comme présent à Anna. Mais je n'en dis pas plus. Donc voilà, on peut en rediscuter. On se venge comme on peut. Oui. Mais c'est bon, ça reste un plaisir de lecture. Et donc voilà, alors... Vous l'avez compris, cette position finalement c'est un clin d'œil, mais de soumission finalement est une position justement assez fertile et qui permet justement d'enclencher l'écriture. Le rappel des souvenirs de l'enfance, par contre, est également omniprésent. Tu en as parlé aussi avec ce souvenir de lecture avec ton grand-père. Si tu veux, je peux peut-être lire l'extrait. Oui. Je l'avais sélectionné.
ce dont tu as parlé au début du dialogue. Le soir, avant de me border, ma mère regardait le journal télévisé sur le gros tube cathodique en noir et blanc. Où que je sois dans la maison, je l'entendais crier de joie à l'annonce de chaque victoire d'Eddy Merckx. Les courses cyclistes télévisées, c'était l'occasion de ses échappées en solo. Elle aimait guetter avec excitation le moment où son héros allait surgir de la horde du peloton. À chacun son Far West. C'est mon grand-père qui m'a appris à lire, bien avant que je n'entre à l'école primaire. Les premiers mots que j'ai réussi à décrypter furent Martini, Rossi et Dry, inscrits sur 3 grandes plaques en céramique, attachées aux grilles de la terrasse d'un café, non loin de l'hôpital où j'étais né. Mon grand-père m'y emmenait souvent en promenade. J'y ai fait mes premières balades au fond de ma poussette, les suivantes accrochées à sa main gauche. Il était fier, quand il croisait un ami aux alentours de ce bistrot, de lui dire que je pouvais déjà lire alors que j'avais à peine 4 ans. Faisant parfois de mes exploits alphabétiques l'objet d'un pari, il me demandait de prouver à ses copains mes compétences. Je m'exécutais toujours doctement. L'enseigne rouge, Martini. L'enseigne bleue, Rossi. L'enseigne verte, Dry. À chaque fois, au vu de mes résultats, l'ami se devait d'offrir une bière à mon grand-père. C'était la règle du jeu. Je dois bien l'avouer aujourd'hui, je reconnaissais chacun de ces 3 mots grâce à la couleur de fond de leur emblème sur la plaque émaillée. Ce qui m'intéressait dans cet article, c'est effectivement la règle du jeu, puisque les jeux, je l'ai dit, traversent tout le livre, et les règles, finalement, sont là pour encadrer l'écriture. Donc tu avais besoin de ces cadres, finalement, pratiques, finalement, pour t'émanciper d'une certaine façon. Oui, et puis le côté ludique, ça aide aussi à cacher, à occulter certaines parties parfois plus tristes de la vie, et on en fait un jeu, et finalement on finit par s'en amuser. Est-ce qu'en retravaillant ce texte, tu t'es amusé ? Oui, en l'écrivant beaucoup, en le retravaillant un peu moins, parce qu'en tout, je l'ai relu et retravaillé 24 fois. Et au bout de la 15e, on perd un peu le plaisir de la découverte. Mais c'était un travail nécessaire, et d'ailleurs je remercie mon éditeur, mon agent et les quelques amis qui m'ont conseillé pour raccourcir le texte et lui donner une jolie fluidité. Alors je voulais aussi qu'on évoque quelques types de jeux qui traversent l'ouvrage, et notamment il y a ce jeu de piste. Je voudrais que tu dises un mot. Ce jeu de piste à travers la ville, tu me le disais, que tu as fait. Oui, en fait, cette femme, Anna, m'a fixé 3 fois un rendez-vous pour une première rencontre. La première rencontre, c'était au bord de la forêt de Soignes, où elle m'a servi de guide pendant 1 heure, mais sans jamais vouloir me montrer son visage. Et donc on a fait une promenade assez étonnante en plein cœur de la forêt de Soignes. La deuxième, c'était un rendez-vous qu'elle m'avait donné en fait ici, au cours duquel elle n'est pas venue, sauf qu'elle est quand même venue, mais sous un autre nom. Et j'ai pu la découvrir, mais sans savoir de qui il s'agissait. Pour l'anecdote, j'avais d'ailleurs prévu de lui offrir, si elle venait, un bouquet de roses. Elle n'est pas venue, alors ce que j'ai fait, j'ai pris les 25 ou 30 roses et j'en ai donné une à chaque personne chaque femme qui était assise là. Et donc elle a reçu aussi une rose, mais
sans que je sache à qui je l'offrais. Et la troisième, c'était un défi qu'elle m'avait donné, c'était de l'inviter dans un restaurant. Je ne devais pas lui dire quel était le nom du restaurant, quelle était son adresse, et je devais rédiger un texte qui était censé raconter, décrire une promenade pour l'amener jusqu'à ce restaurant, une promenade qui devait durer 1 heure. Et donc, à l'époque, j'avais déjà quelques difficultés pour me déplacer, donc j'étais en voiture et je faisais 10 mètres en voiture, je prenais une photo de l'endroit et pour comme ça créer un texte qui devait durer exactement 1 heure pour l'amener au restaurant. Et si la promenade était jolie, bien décrite, et si la promenade l'amenait effectivement jusqu'au restaurant, alors elle me dirait si je peux venir la rejoindre à table. Voilà. Et la promenade était jolie, et donc j'ai pu avoir le privilège de la rencontrer enfin la 3e fois en vrai. Mais donc ça donne quelque chose d'assez, dans le livre, un passage assez cocasse d'une certaine façon, oui. Puisque... Bah, ça fait passer le temps. Hein. Oui, mais oui. Plutôt qu'un rendez-vous Tinder. Ben, justement, effectivement, et on revient à la phrase de Barthes, donc... L'amour se mesure à son attente. À son attente, effectivement. Mais alors, il y a des choses qui sont alors plus masquées, peut-être des références plus cachées aussi. Je parlais des auteurs que tu cites, parce qu'on peut en dire un petit mot, mais tu cites des auteurs qui, à un moment, s'invitent dans le texte, Hérédia, Voltaire, etc. Mais il y a des choses un peu plus masquées, où justement ce jeu sur l'écriture, mais même un jeu sur la typographie, sur le travail du texte. Tu es à Spa, et dans le passage consacré où tu parles, où tu invites Anna à Spa, il y a un travail sur la typo, le texte, et tu empruntes le calligramme, hein, à la façon évidemment d'Apollinaire. Apollinaire n'est par contre jamais cité, mais certains d'entre vous le savent effectivement, Apollinaire en 1899 est à Spa. Et donc l'idée d'utiliser ça comme référence à Apollinaire, qui se double d'ailleurs d'un jeu sur le jeu, puisque la mère d'Apollinaire qui accompagnait son fils à Spa était une aristocrate déchue et joueuse invétérée qui a été gentiment évincée du casino. Vous voyez que les références, le travail sur la vente, je ne sais pas alors si c'était voulu, si c'était volontaire, si c'était recherché, ou en tout cas peut-être un souvenir, mais on est là dans des méandres assez complexes de l'écriture. Je ne sais pas si c'était une référence que tu avais. Non, c'est le hasard. J'adore les calligrammes, j'adore Apollinaire, j'adore Éluard, j'adore toute une série d'auteurs qui m'inspirent, ne fût-ce que par certains titres. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Éluardise. Éluardise. Et j'aime beaucoup ce mot éluardise parce que ça rime avec gourmandise. Et chaque page est structurée en fonction d'un titre issu des livres d'Éluard. Oui, alors justement, ça, je voulais qu'on parle de ça, ce rapport à l'enfance, ce rappel de l'enfance. On le retrouve effectivement dans les titres aussi, les titres des sections, des chapitres qui scandent le livre. Il y a Éluardise, tu parlais de gourmandise, ça fait penser aussi aux friandises, hein, qui sont en rapport avec l'enfance. Il y a un des chapitres intitulé Charade ou Western, avec évidemment
cet imaginaire des cow-boys et des Indiens, hein, dont tu parles aussi de ce lieu de l'enfance, de cette maison où tu as passé ton enfance et qui était un peu ce lieu de découverte. Le Cipango. Cipango. Là, tu peux peut-être en dire un mot. Le Cipango, en fait, c'est un nom que ma mère avait donné à notre maison de campagne. Et pendant toutes mes premières années de l'enfance, elle m'avait raconté que le Cipango, ça venait d'un texte de Heredia qui s'appelait Les Trophées. Ça venait aussi de Marco Polo, qui avait découvert les îles du Japon, qui à l'époque s'appelaient le Cipango. Elle m'avait parlé de Voltaire, qui dans Candide visitait une île merveilleuse qui était couverte, tous les chemins étaient couverts de cailloux en or, et Candide, quand il voulait payer certaines choses aux habitants, il donnait ces cailloux-là, et eux rigolaient en disant ils sont partout, ça n'a aucune valeur. Et donc elle m'a construit un univers autour de ce qui était censé être le concept de ce nom du Cipango. Et pendant 30, 40 ans, j'ai cru à toutes ces histoires. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, le nom de Cipango venait du titre d'un poème qu'un de ses amants, professeur de philosophie parisien, lui avait écrit. Et je n'ai découvert ce poème qu'en ouvrant tout un paquet de correspondances qui datait de 1964, donc une année avant ma naissance, et qui racontait son aventure. C'était assez particulier parce qu'il y avait une cinquantaine d'enveloppes qui étaient timbrées, donc datées de l'année 1964, donc un an avant ma naissance. Ma mère avait conservé les lettres de cet amant, et elle avait conservé les brouillons qui étaient tapés à la machine, sur sa machine à écrire. Et donc j'ai pu découvrir toute une relation sur un an entre ce couple un peu improbable et qui livrait ce secret du nom du Cipango. Alors, vous voyez qu'il y a, je vous le disais au début, hein, c'est assez dense. Et puis, justement, c'est un peu la boucle qui est bouclée avec la découverte de lettres, donc d'écrits, qui se révèlent à toi, finalement, par le biais de ce hasard qui te fait toi-même écrire. Il y a ce rapport à l'écriture qui est omniprésent, on en parlait au début. Et puis, en ouvrant ces deux paquets de lettres, celui avec le professeur de philosophie parisien et celui avec un autre homme, qui se révélera être le fameux Pompidou, que j'ai eu enfin la certitude, à l'âge de 52 ans, de qui était vraiment mon père. Dont acte. Voilà. Dont acte. Entre-temps, il était mort. Alors, bon, il y avait encore des choses à évoquer, mais je voulais quand même qu'on dise un petit mot de cette superbe couverture. Je ne sais pas comment ça s'est présenté, qui a eu l'idée, si c'est toi, ou il y a eu un échange aussi par rapport à ça avec il y a eu un échange avec Robert, avec mon agent. Mon éditeur avait eu la gentillesse de me donner carte blanche pour essayer de trouver une couverture qui pourrait illustrer... Parce que c'est particulièrement réussi. Le titre qui a d'ailleurs été changé en dernière minute. Et il se fait que Anna, notre héroïne, se qualifiait elle-même de femme à ours. Sur son profil Facebook, c'était bourré de photos d'ours,
Et parmi les 4 courtisans, c'est assez amusant parce que ma mère avait 4 courtisans et elle aussi avait 4 courtisans. Et dans les 4 courtisans, il y en avait un qui avait sa préférence, qui était le courtisan le plus âgé et que moi j'appelais le grizzly parce que je ne voyais pas d'autres possibilités de ressemblance physique. Et donc cette couverture, à la fois c'est la femme reine et puis c'est l'ombre du grizzly. Alors voilà, une petite explication de cette couverture. Alors peut-être pour terminer, parce qu'on a parlé de gourmandise, dire aussi que on mange pas mal dans le bouquin. Hein. Oui. C'est vrai que... Hein, donc ça donne un peu aussi... je veux dire, j'ai pas l'eau à la bouche. Bon, mais, je disais vulgairement que comme nous étions dans une relation platonique, on baisait dans les plats. On prenait un réel plaisir. Donc vous voyez ce qui vous attend là prochainement. Là, on va bientôt être servi. On prenait un vrai plaisir à aller dans les restaurants gastronomiques et à faire des découvertes. Oui, parce qu'il y a sensuelles, gustatives, gourmandes. Alors, eh bien, en parlant de gourmandise, est-ce que ce premier roman t'a donné goût à l'écriture? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui mijote dans le cerveau de Donald George? Ça mijote pour rester dans le vocabulaire gastronomique. J'hésite encore, mais il y a une... Mais donc tu as pris goût, je veux dire, oui, hormis effectivement le travail de relecture, oui, ça m'a un peu tué, hein, les 24 relectures. Mais j'ai une trentaine de pages pour démarrer une belle histoire qui serait à la fois la suite et un flashback. Bon, ben voilà, donc on va suivre évidemment les délires, les hallucinations de Donald. Alors peut-être que nous nous retrouverons dans 10 ans. Ouais, j'espère moi. Avant, hein? Oui, rassure-moi. Oui. Oui, ok. Mais donc on suivra ça. On suivra les pérégrinations de Merlin, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Oui. Ça a son sens. Oui, c'est toujours un surnom que j'ai utilisé à différentes périodes de ma vie. En tout cas, bon, écoute, Donald, on aurait pu continuer aussi. Je voulais parler du bestiaire, hein, parce qu'il y a aussi tout le travail sur le rapport aux animaux, mais tu l'as évoqué avec le grizzly. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la pause maintenant. On va être servi, et puis, bien sûr, vous connaissez la formule. Vous aurez la parole après le repas pour poser toutes les questions que vous voulez, discrètes, plus indiscrètes, à Donald. C'est le moment, hein. C'est la soirée où il faut le faire si vous voulez avoir toutes les confidences du directeur de la Maison de la Francité. Voilà. Merci à vous et bon appétit, à tout de suite. Merci Donald. Merci.